La Révolution française dans la boucle de la Marne, ce qui va nous permettre de découvrir des aspects méconnus de l'histoire de notre belle ville, ainsi que de celle de Joinville. Et donc, je vais laisser la parole à Benoît Villot qui va nous enchanter pour l'heure qui vient. Merci. Merci beaucoup. Donc, je suis heureux d'être dans cette salle, en l'occurrence, pour vous parler, peut-être juste pour prévenir quand même, sur non pas les anecdotes, non pas, y compris les choses que beaucoup d'entre vous connaissez peut-être déjà un peu, mais pour avoir une approche assez particulière. Je la mets là sous l'égide, on va dire, de Denis Diderot, hein, une lumière faible et imparfaite qui s'allume. Une lumière faible et imparfaite, c'est celle de l'opinion publique. L'opinion publique, c'est-à-dire la naissance, et c'est ce que je voudrais essayer de vous partager par rapport à mes propres travaux et réflexions, c'est le fait qu'on passe d'une période où des gens avaient peut-être des avis, des connaissances, des positions, mais il n'y avait pas de cadre dans lequel ils étaient à même de les exposer, de les faire valoir. On ne gérait pas les territoires comme on l'a fait ensuite à partir de la Révolution française. Et ce que j'ai voulu, ce que je veux vous présenter là ce soir, c'est quelques-uns des acteurs, pas forcément ceux qui étaient les plus célèbres. Je ne parlerai pas ici des princes de Condé, du maréchal Oudinot ou de Mirabeau ou des gens qui sont passés par ici, qui sont tout à fait importants, peut-être, mais en essayant de montrer plutôt le parcours de quelques-unes des personnes qui ont contribué à constituer ce qui est nos territoires d'aujourd'hui, leur vie, la façon dont ils se sont constitués, y compris en tant que communauté de personnes, communauté politique, communauté d'associations. Et donc, je vais essayer de vous en présenter quelques-uns de ces personnages. Alors, d'emblée, je m'en excuse, mais sur la période de la Révolution française, dans les sources historiques, les femmes sont très peu nombreuses. Et en l'occurrence, parmi les personnages que j'ai choisi de vous présenter, il n'y a pas de femmes. C'est un problème parce que plus tard dans l'histoire, j'essaye de travailler aussi sur ce qu'il en est justement des femmes. Mais là, dans la Révolution française, malheureusement, il n'y a pas de ces personnages qu'on puisse trouver dans nos archives. Elles ont eu un rôle évidemment, mais il est difficile à retracer aujourd'hui de manière publique. Le territoire, on présente ce qui se passe au moment de la Révolution française. Vous avez la boucle de la Marne. En fait, vous avez plusieurs territoires qui existent à ce moment-là. Le plus grand territoire, c'est celui de la Varenne. La Varenne, c'est une paroisse qui va devenir une commune qui comporte l'essentiel du territoire, mais on le verra, pas du tout l'essentiel de la population. Et il y a un autre territoire, une paroisse, qui est la paroisse Saint-Nicolas de Saint-Maur, qui englobe aussi depuis un siècle, puisque c'est depuis 1693, un territoire qui a été détaché de l'abbaye de Fontenay. C'est aujourd'hui le territoire de Joinville-le-Pont, c'était celui du bourg de Pont-de-Saint-Maur à cette époque-là. Et en fait, il y a d'autres découpages encore, puisqu'il y a 3 rôles fiscaux différents. Celui de la Varenne existe, il y a celui du village de Saint-Maur, mais il y a aussi le rôle fiscal de Pont-de-Saint-Maur qui est séparé
ce sera une des causes, on le verra un peu, de la division qui se fera entre les communes ensuite dans le déroulement de la Révolution. Bien évidemment, ça n'a pas forcément une importance aussi forte avant la Révolution qu'après, puisque avant la Révolution, il n'y a pas d'autorité civile, il y a des autorités religieuses, les prêtres, qui sont les officiers d'état civil. Hein. De fait, dans les paroisses, il y a des autorités militaires, il y a des autorités financières, voilà, bien sûr, mais il n'y a pas d'autogouvernement, il n'y a pas de maire dans nos villages. Il y en a dans les grandes villes, mais pas dans les villages. Voilà. Donc ce territoire, tout de même, prenons aussi les éléments physiques, la taille, le village de Saint-Maur, il est tout petit par rapport à la taille de la paroisse de la Varenne. Hein. C'est 10% à peine de l'ensemble de ce territoire. Alors nos communes aujourd'hui n'ont plus exactement la même dimension qu'ils l'avaient à l'époque, mais on est quand même sur un espace tout à fait rural, on verra, très peu occupé par les constructions, avec des terres cultivées, c'est quand même l'essentiel. Hein, l'ensemble de la Varenne, une partie des proximités des villages de Saint-Maur et de Pont-de-Saint-Maur, mais aussi toutes les plaines de Polengis et du Tremblay. En l'occurrence, tout ceci est cultivé à l'époque. On a une économie qui utilise aussi beaucoup les voies de transport, notamment le pont de Joinville aujourd'hui, qui était le pont de Saint-Maur à ce moment-là, qui était un des rares ponts, c'était avec celui de Charenton, le seul pont sur la Marne avant Meaux. Donc il n'y avait pas d'autres passages, c'était évidemment souvent complexe. Ça impliquait bien sûr qu'il y avait un péage sur le pont, et il y avait aussi d'autres instruments. Il y avait des moulins en particulier, moulins à grains, moulins à eau, pour remonter les eaux sur le vieux Saint-Maur, en particulier pour les fontaines du château. C'était indispensable. De très grandes propriétés qui sont bien sûr d'abord le château de Saint-Maur, mais toute une série d'autres aussi, hein, le château des Princes de Condé, très grande, et tous les services aussi qu'il y a autour de ces grandes propriétés qui sont importants, y compris la construction avec des carrières. Hein. C'est pour ça aussi que nos sous-sols sont fragiles. On a beaucoup exploité les carrières. Il y avait donc des tailleurs de pierre aussi, c'était un métier considérable. Il y avait un autre domaine dans lequel il y avait une grosse activité, c'était les nourrices. Hein, l'air des bords de Marne était réputé comme étant beaucoup plus sain que ne l'était la ville de Paris, hein, qui était souvent très polluée, notamment par les chevaux et l'absence de drainage dans beaucoup d'endroits des rues. Et donc, quand on voulait éviter que les enfants meurent trop vite en bas âge, on les donnait à des nourrices en dehors des villes trop polluées, et c'était notamment dans les bords de Marne qu'on le faisait. Il y avait également cette activité du passage, le passage par le pont, bien sûr, mais il y avait également le passage sur les bacs, notamment pour aller à Créteil. Il n'y avait pas de pont, il fallait bien utiliser des bacs, et c'était une activité significative. Le bateau, et un autre usage des ports, c'était le flottage du bois. Le bois qui venait depuis la Haute-Marne arrivait
à côté de Joinville aujourd'hui, et c'était là qu'il était débarqué. Et c'était une grosse activité à ce moment-là. Les hommes, il faut bien voir qu'on avait peu d'habitants, 1200 habitants sur ce territoire. Aujourd'hui, si on prend les deux communes, ça fait 13 000 habitants. Donc on est évidemment sur des proportions assez différentes. On voit bien 1200 habitants, c'est voilà, une petite partie d'un petit quartier aujourd'hui, mais c'était la totalité de cet espace. Répartis avec, dans le village de Saint-Maur, on va dire peut-être 800 habitants au maximum, disons à ce moment-là. Dans le village du Pont de Saint-Maur, un petit peu moins, sans doute au-dessus de 400, mais voilà, 424 d'après le recensement. Et puis il y avait quelques écarts. Donc, outre, mais qui étaient comptés dans ces communes, il y avait la Varenne, mais c'était l'essentiel du territoire, mais c'était sans doute 70 habitants. C'était pas très gros. Il y avait Port-Créteil, alors qu'il y avait peut-être jusqu'à 80 habitants, mais difficile de les compter exactement. Il y avait quelques personnes à Pollengy, Saint-Château, une ferme, une quinzaine. Juste pour avoir en tête, non pas les dates de manière globale, mais quelques repères sur ce qui se passe dans notre territoire. En 1788, en juillet, vous avez un gros orage. Des grêlons gigantesques, une destruction des cultures. Ce n'est pas spécifique à notre région, c'est toute la France, ou presque, qui est traversée par cet orage, mais c'est quelque chose qui va avoir un gros effet. Disons, voilà, parce que en perdant les cultures, on perd beaucoup de choses, beaucoup de revenus, et évidemment, c'est un des éléments qui va contribuer avec d'autres, disons, à renforcer les revendications. On va le voir après sur ce qui se passe avec les doléances des gens. Et puis en 1789, autre événement climatique qui joue énormément, on a 88 jours de gelée. C'est plus tout à fait le climat de nos jours, on est bien d'accord, mais c'était ce qui a été compté à ce moment-là. Donc l'hiver 88-89 a été très froid. En l'occurrence, pas des froids exceptionnels, mais des froids très longs. Et donc ça a évidemment joué aussi sur évidemment les récoltes de 1789. 1789, donc c'est la rédaction de cahiers de doléances, on va en parler. C'est 1790, on va avoir la création justement de tout cet espace politique, les communes, la création de la commune, la municipalité de Saint-Maur. La commune, c'est autre chose. En janvier, la création de la municipalité de la branche du Pont de Saint-Maur, Joinville-le-Pont aujourd'hui, en février. Et puis en novembre, la création de la municipalité de la Varenne. Donc 3 municipalités qui vont exister à ce moment-là sur cet espace, non sans une série de conflits, la séparation de ces différentes municipalités est contestée. On est vraiment là dans la naissance de combats politiques qui n'ont jamais existé jusqu'ici, y compris sur la gestion et l'identification de ces territoires. En 1791, un changement, on fusionne de nouveau tout à fait en fin d'année. En décembre, les communes de Saint-Maur et de la Varenne. On a aussi la Constitution, qui va être un gros événement parce que c'est l'affichage de la Constitution, la publication dans les différentes communes, qui est un des premiers actes politiques touchant directement le peuple de chacun des villages, puisqu'on fait cette proclamation de l'existence d'une monarchie constitutionnelle à ce moment-là. Il y en aura d'autres événements plus tard, mais qui est quand même le premier moment où on parle politique directement à l'ensemble des habitants de ces différents villages. 92, voilà, on passe à la République, on mobilise aussi une bonne partie des gens pour les guerres révolutionnaires.
Et puis on commence, ça remontait dès le début de l'année 1789, on a commencé à identifier les biens du clergé, on a décidé de les vendre au fur et à mesure, et c'est à partir de 1792-93 qu'on a les principaux moments dans lesquels toute la propriété qui était celle d'abord des églises et ensuite des nobles partis émigrés va contribuer à changer de manière assez radicale la richesse d'une bonne partie des petites bourgeoisies des villages. Disons, les gens vont s'enrichir très vite. On connaît dans les pays en transition, notamment d'Europe de l'Est, aussi des phénomènes assez comparables récents. Voilà, les gens achètent pas cher des propriétés publiques et les revendent très cher ou les font fructifier eux-mêmes. Il y a eu ce phénomène de manière générale en France et en particulier dans nos territoires au cours de ces années 92-93. On rebaptise Saint-Maur Vivant-sur-Marne en 1794. On était dans la période où on a interdit le culte, on a voulu transformer la petite église de Joinville en temple de la raison. Et en 1795, on supprime ce qui avait été fait avant, c'est-à-dire nos municipalités de communes, pour les regrouper en des municipalités de cantons. Donc ça a été des changements d'échelle qui n'ont pas duré, puisque en 1800, on est revenu à des municipalités de communes. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à signaler si vous avez des remarques d'ailleurs. Un des points essentiels, on l'a vu, on connaît, il y a eu en avril 1789, après la convocation des États généraux, un appel à ce que les gens du tiers-État en particulier puissent faire part de leurs doléances et une rédaction dans beaucoup d'endroits de cahiers de doléances donc, qui transmettaient un point de vue. Là encore, c'est une des premières expressions publiques, en l'occurrence d'une demande, de réclamation. Dans le Val-de-Marne actuel, il y a dû y avoir 17-18 communes dans lesquelles on a eu des fois sur une partie, des cahiers de doléances qui ont été rédigés. Sur notre territoire, il y en a un seul qui est rédigé, c'est celui qui est baptisé des habitants de la paroisse Varennes Saint-Maur-les-Fossés. Alors c'est un peu complexe à identifier comme territoire puisque en réalité, vous l'avez compris, il y avait 2 paroisses. Donc là, on parlait d'une paroisse dans un autre sens que dans le sens religieux en l'occurrence. Et de fait, les personnes qui vont signer ce cahier de doléances n'habitent pas le bourg de Saint-Maur, ils habitent les petits villages, les petits hameaux, qui sont dispersés, en particulier Port-Créteil et le hameau de la Varenne-Saint-Hilaire. Il n'y a pas de participation de personnes ni de Pont-de-Saint-Maur, ni du bourg de Saint-Maur à la rédaction de ces cahiers de doléances. Il y en a 7 et on va parler d'un petit peu de chacun d'entre eux, si vous le permettez, parce que je crois que c'est justement intéressant de voir quelles étaient les personnes qui ont pris la parole, qui ont commencé à devenir d'ailleurs des personnages politiques en l'occurrence. Et pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, ce sera aussi une période où ils vont s'enrichir. On a parlé de ces ventes de biens nationaux. La plupart d'entre eux joueront un rôle dans ce domaine-là. On va les voir. Mais d'abord, ce cahier, ils veulent dire qu'ils sont une malheureuse paroisse. Il y a 2 raisons pour lesquelles ils estiment qu'elle est malheureuse, mais elles sont toutes les 2 liées au climat. La première, ce sont les inondations. La Marne n'a pas encore, avec les lacs
du DER en particulier, de régulation, et il y a des sécheresses aussi, bien évidemment, et c'est un peu les deux éléments qui les gênent. D'autre part, on est sur un terrain qui est très sablonneux, toute cette plaine à ce moment-là, et donc c'est difficile de circuler, et les gens se disaient, si on avait une route pavée, on pourrait faire passer des charrois beaucoup plus rapidement, ça permettrait d'augmenter le commerce de manière très nette. Mais la revendication principale, celle qui apparaît le plus, c'est de se dire les princes viennent dans ce domaine-là avec d'autres de leurs amis pour chasser en particulier. Et pour chasser, ils veulent du gibier. Et pour avoir du gibier, ils laissent plein d'animaux qui vont ensuite provoquer des dégâts dans les cultures. Donc il y a vraiment une compétition entre les aristocrates, on va dire, qui ne sont pas concernés, et les paysans. Et c'est pour ça on ressent bien dans ce cahier de doléances vraiment cette prégnance de la culture paysanne. Il ne faut pas que les lapins mangent nos cultures. Voilà. Et il faut qu'on ait le droit de tuer les lièvres, les perdrix, et qu'on ne laisse pas tous ces animaux démolir la totalité de notre espace. Et voilà, donc c'est bien ça. On demande au roi, puisqu'on écrit au roi à ce moment-là, dans ces cahiers de doléances, que soit vous nous laissez tuer les animaux, parce que là on n'a pas le droit, c'est les gardes-chasse qui l'empêchent de manière très nette, soit vous condamner directement les princes pour que ce soit eux qui démolissent tout ce gibier qui éradique la présence des lapins sur le territoire. Voilà. On est vraiment sur cette logique paysanne en disant voilà, on n'a pas d'économie importante sur notre territoire, on n'a pas d'artisans, et pour trouver les biens dont on a besoin, on est obligé de prendre des bateaux, ça coûte cher. On verra d'ailleurs que ça amène à toute une série de conflits. Et voilà, donc voilà, c'était une demande, alors évidemment pas très structurée, mais qui est quand même importante, et c'est la seule qui existe sur le territoire. Nous n'avons pas d'autres témoignages d'une demande faite au moment des États généraux que celle qui est faite dans les cahiers de doléances, dans le cahier de doléances de la Varenne-Saint-Maur. Alors, il y a 7 signataires de ces cahiers. C'est-à-dire pour au moins 6 d'entre eux, il est à peu près certain de qui c'est, le 7e. Il y a un tout petit doute, mais c'est quand même à peu près possible. Alors, juste pour dire quelques mots sur chacun d'entre eux, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de leur vie, dont on ne connaît évidemment pas tout. Mais tout de même, le premier signataire, Jean-Charles Dessein, c'est un Parisien d'origine. Il est blanchisseur au port de Créteil. Donc, le port de Créteil qui se situe là où est le pont de Créteil aujourd'hui, pratiquement, ou dans le quartier Châquaine en partie. Et c'est une grosse activité, puisqu'à l'époque, voilà, la blanchisserie, ça se faisait en rivière, et non pas, il n'y avait pas d'eau courante dans toutes les maisons. Et comme il y avait de grandes propriétés, il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin aussi de services en la matière. Donc il y avait plusieurs blanchisseries justement dans ce quartier du port de Créteil. Voilà. Et puis il y avait aussi à ce port de Créteil une traversée de la Marne, évidemment, qui était une source également économique significative.
c'est toujours difficile de savoir comment ça se situe, ces territoires. On restait fiscalement parlant avec un hameau qui était rattaché à la Varenne, mais il était, sur le plan spirituel et de son état civil, devenu depuis probablement la fin du XVIIe siècle une dépendance de l'église Saint-Nicolas, donc du bourg de Saint-Maur. Le deuxième signataire, c'est Jean Buchot. Lui, il est né en Bourgogne, en Dordogne. C'est un fils de bûcheron. Ses parents s'installent aussi dans la région. Il a 10 enfants. C'était pas exceptionnel quand même à cette époque. C'était beaucoup, mais c'était pas exceptionnel. Et il est, lui, journalier. Il est aussi au port de Créteil. Et il est témoin d'un des incidents un peu qui vont marquer cette période, c'est-à-dire on voit les passeurs du port de Créteil qui exigent qu'on passe la Marne avec leurs bateaux et pas avec ceux d'autres personnes. Et voilà, ils intentent des procès contre ceux qui tentent de passer avec d'autres notamment des marchandises, et là c'est du charbon et du fer en l'occurrence, et donc ils essayent, on a déjà des conflits économiques, et on voit aussi ces personnages qui vont ensuite jouer un rôle. Alors lui, il mourra assez jeune, on ne le retrouvera pas dans les municipalités, mais on voit bien qu'il commence à jouer un rôle, et il y a une prolongation. Sa famille, ses fils sont des soldats de l'Empire, mais son petit-fils sera un des insurgés de 1848, de la révolution suivante. Il sera arrêté, il vit à l'époque à Joinville-le-Pont, où il est aubergiste à ce moment-là. Ensuite, nous avons comme signataire Géant. Alors, il s'appelle Jean Fiacre. On a tout souvent vu son nom de Jean-Jacques, mais c'est Jean Fiacre en réalité, qui, lui, est un jardinier. Mais jardinier, à l'époque, ce n'était pas forcément un métier, je veux dire, bas de gamme. C'était au contraire là quelqu'un qui était, il était jardinier à Livry, donc auprès d'un seigneur. Il avait une grande, manifestement de grandes ressources ensuite, puisqu'il lui pourra acheter des terres assez importantes déjà avant la Révolution. Il aura après encore plusieurs achats justement de biens nationaux. Il fera manifestement pas fortune peut-être au sens propre, mais quand même il aura de beaux revenus et de belles propriétés. Et donc il est très lié au prince de Condé. Il a loué toute une ferme auprès du duc de Bourbon, un des Condés, et il est à la fois un des membres de la municipalité élu en janvier 1790 de Saint-Maur, et un des défenseurs de l'autonomie de la Varenne, en partant du principe, en disant ouais, mais d'accord, on n'est pas peuplé, mais enfin quand même c'est nous qui avons le territoire, donc pourquoi on devrait être attaché à Saint-Maur? Donc il va défendre cet argument. L'existence des paroisses avait été l'élément principal de constitution des communes, je veux dire à partir des lois sur la constitution des communes fin 1789, et qui sont donc élues tout début 1790. Donc il va se battre pour faire qu'il y ait une commune de
La Varenne. Et en novembre 1790, il va être élu maire de La Varenne. Un tout petit village, on est d'accord, très très peu d'électeurs. S'il y en avait une vingtaine, ça doit être le maximum. Donc, mais il constitue une municipalité de La Varenne, en l'occurrence. Après, il va essayer de défendre sa municipalité, son rôle. Là, les municipalités étaient élues pour un an, donc il cède son poste en 1791, mais il devient procureur de la commune, ce qui est l'autre poste important dans les municipalités de ce moment-là. Mais malgré tout, le directoire du département de Paris, donc c'est un peu l'équivalent du conseil départemental, mais avec un pouvoir plus important, direct sur les communes, estime que c'est quand même pas possible de garder une commune aussi petite que la Varenne, et en l'occurrence, on finit par refusionner en décembre 1791 les deux municipalités en recréant une municipalité de Saint-Maur. Il ne jouera plus de rôle politique après cette refusion. Par contre, il continuera manifestement à développer son patrimoine de manière assez importante, plutôt dans les régions de l'actuelle Seine-et-Marne d'ailleurs, puisqu'il quitte apparemment vers 1793 le territoire de la boucle de la Marne. C'était le premier maire de La Varenne, et voilà le dernier, c'est Bouillon, Jacques-Maurice Bouillon. Voilà, il y a eu 2 maires à La Varenne, donc c'est lui le dernier. Il l'a été très peu de temps, puisqu'il aura été en fait voilà, pendant un mois, même pas, le maire de La Varenne. 14 novembre. Voilà. Non, c'était un aura de novembre. Voilà, 3 novembre, 5 décembre, voilà, un petit peu plus d'un mois de durée de mandat. En l'occurrence, Bouillon, lui, il était aussi originaire de Plaine de Champagne, Cézanne, fils d'un cordonnier, mais il est lui aussi, il fait partie de ces personnages qui sont liés nettement aux aristocrates implantés dans le territoire. Il va être aubergiste, mais il a été aussi exploitant agricole. Lui, contrairement à Géant, il va continuer ensuite avoir un petit rôle dans la municipalité après, mais très peu. Il restait, par exemple, celui qui était chargé du registre d'état civil de La Varenne, qui était un registre séparé de celui du village de Saint-Maur. Simplement, sur ce registre, il y aura juste un nom qui sera identifié, un seul. Donc c'était un rôle finalement assez faible qu'il aura eu à jouer, en l'occurrence. Un laboureur, le 5e signataire de ce cahier de doléances. Il était déjà sûrement dans ces municipalités, mais il deviendra surtout ensuite un des notables de la municipalité réunie, de Saint-Maur et La Varenne. Laboureur, s'agit aussi là de personnages qui ont généralement des revenus significatifs. Donc c'est un paysan. Voilà, c'est pas un ouvrier agricole, en l'occurrence. Il sera ensuite charretier, et il s'installera à la Queue-en-Brie à ce moment-là. Claude Martin Claudin, un berger. Là encore, les bergers, c'était des éleveurs qui pouvaient avoir, dans certains cas, une assise financière non négligeable, pas systématiquement. Il était fils d'un berger lorrain, déjà, et il sera là, lui aussi, le membre de cette nouvelle municipalité réunie. Il avait déjà joué un rôle, et il est un des témoins, on le verra,
de la fin, on va dire, de la paroisse de La Varenne. Enfin, le dernier des signataires, celui sur lequel il y a eu quelques, d'ailleurs, mythes qui ont circulé, puisque dans les sources imprimées, on a traduit son nom par Richetti, mais en vérifiant les sources manuscrites, c'est bien Riguet qui s'appelait. Richetti, pourquoi ça pose problème? Parce que Richetti, c'est le nom de Mirabeau. Et donc, certains en ont conclu que c'était Mirabeau qui avait inspiré le cahier de doléances de La Varenne. On voit que voilà, il est très peu probable que ces histoires de lapins et de terre sableuse aient beaucoup intéressé Mirabeau, qui a fait un séjour extrêmement bref dans notre territoire, puisqu'il est resté une petite semaine pour des raisons tout à fait privées, donc, et joué un rôle. Et c'était absolument sans lien avec tout ceci. Et donc c'est bien un certain Riguet qui a été le signataire et non pas Mirabeau. Il était un laboureur, lui aussi, avec une certaine dimension quand même des territoires qu'il avait à gérer. Il a été également, il a joué un rôle dans l'ensemble de ces municipalités. Voilà, c'est donc un personnage qui avait été oublié par ceux qui citaient les noms de ces personnages de la Révolution. On va changer un petit peu de point de vue en prenant quelques personnages qui sont liés à l'existence du Pont de Saint-Maur. Un village qui était économiquement actif, avec quelque chose d'assez différent du bourg de Saint-Maur. Il se dote d'une petite église, on verra, enfin une chapelle qui baptise église. Il a également, et ça c'est un caractère très particulier, une très vaste garde nationale. La garde nationale, c'est la milice, la police, voilà. Mais elle est très importante, on va le voir. Et du fait de cette petite église, de son pont, et de tout le commerce qui va autour, il revendique son autonomie, et ceux qui vont être les vrais instigateurs de cette autonomie, en fait, je vais en présenter deux là en l'occurrence, et le premier c'est en fait Yvon. Yvon, c'est un magistrat. Il est né à Dourdan. Il a été procureur sous le régime de Louis XV d'abord, puis de Louis XVI. Procureur au tribunal de Paris qui siégeait au Châtelet. Il s'occupait surtout d'affaires civiles et en particulier de tout ce qui touchait soit des successions, soit aux questions artistiques. Et il serait, en l'occurrence, il a été membre du conseil d'administration de la Comédie Française pendant cette période de la fin de la royauté française. Il acquiert une ferme, une maison dans le village du Pont de Saint-Maur, et il s'y installe. Et pendant la Révolution, il va continuer son travail de magistrat. Il y a une continuité complète. Il est au tribunal civil de la rue des Tournelles, où beaucoup de personnes ont été condamnées pendant la Révolution, mais manifestement, il semble plutôt s'occuper d'affaires civiles encore pendant la Révolution, et donc probablement peu des affaires directement politiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à la vie politique, puisqu'il va être élu comme étant membre il était à l'Assemblée électorale du département de Paris, qui était, on va dire, un peu plus qu'un conseil général, en l'occurrence. Mais c'était cette assemblée qui élisait les députés, qui n'étaient pas élus directement. Il se présente d'ailleurs, il n'est pas élu comme député. Il est membre du club de la Sainte-Chapelle, qui est un des
semi-parti politique existant pendant cette période, qui était le plus modéré. En 1792, le fait d'avoir été membre du club de la Sainte-Chapelle, ça suffisait pour vous interdire toute activité politique d'ailleurs, puisque voilà, beaucoup ont été arrêtés ensuite parce qu'ils avaient été de ce club. Et en fait, ils vont dans cette commune de Pont-de-Saint-Maur, enfin dans ce village de Pont-de-Saint-Maur, c'est lui qui va organiser la garde nationale dont je parlais, 120 hommes. On est sur un village de 400 personnes et il y a 120 hommes dans la garde nationale. Bien sûr, ils ne sont pas à temps plein en aucun cas, mais ils ont une prison, ils ont un corps de garde, ils sont à peu près armés et à peu près habillés. Voilà. Donc on ne fournissait pas forcément à tout le monde des uniformes, mais là beaucoup d'entre eux avaient quelque chose qui ressemblait à un uniforme et avaient des armes. Et donc 120 hommes, c'est énorme puisque c'est quand même quasiment la totalité des hommes adultes valides du territoire, 1 sur 400, vous voyez la proportion. Donc c'est considérable. Donc c'est une force importante et c'est cette force qui va être un des éléments que Yvon va présenter au directoire pour leur dire, ben voilà, nous on a 120 hommes, on est capable de garder le pont, on est capable de garder la route de l'Est de Paris, on est capable de garder aussi les flux sur la rivière. C'est quand même quelque chose d'important et nous pouvons apporter beaucoup pour la sécurité et l'économie du territoire. Et donc ça justifie, de son point de vue, l'existence d'une municipalité séparée, celle du Pont de Saint-Maur. Et c'est un des arguments essentiels. Donc c'est lui qui l'a présenté au nom de cette municipalité. D'ailleurs, il n'était pas maire, il n'avait pas de rôle d'élu, mais c'est lui qui va avoir le rôle principal, justement, de défendre l'argument de l'existence de la municipalité de Pont-de-Saint-Maur, qui était contestée par celle de Saint-Maur-des-Fossés, qui disait non, mais voilà, on était la même paroisse, puisque les communes sont fondées sur la base des paroisses, il n'y a pas de raison qui constitue une municipalité autonome. Eh bien, c'est Yvon qui va être de fait un des principaux autonomistes de cette obtenant justement la continuation de l'existence de cette municipalité. On verra avec un prêtre avec lequel il est en lien. Et il meurt en 1796, il était déjà âgé, il avait 74 ans, mais il avait continué son activité judiciaire jusqu'à la fin, sans connaître, que l'on sache, de problèmes politiques, alors que quelques-uns ont connu ça pendant cette période-là. Deuxième, on va parler maintenant, on a vu les prêtres, les paroisses c'était la base d'organisation, c'était les officiers d'état civil, c'était en plus des lettrés dans des villages où tout le monde n'était pas inculte, on est bien d'accord, mais tout le monde ne savait pas lire et écrire correctement. Ils jouaient un rôle important, ils avaient souvent d'ailleurs certains étaient des gens modestes, mais certains avaient une grande connaissance sur le plan intellectuel, et on va en voir deux d'entre eux qui jouent de fait un rôle important sur la structuration de cet espace et de sa dimension politique. Le premier, c'est Nicolas Bauche. Alors, il est originaire du nord, des Ardennes, en l'occurrence même. Il devient prêtre, il est dans un ordre franciscain, les Minimes, et il est d'abord à Passy, puis à Lille, il va être ensuite à Nevers, et il y a une spécialité un peu dans l'Église de France, c'est que la papauté avait, au début du XVIIIe siècle, dans les années 1720, fait savoir que francs-maçons et prêtres, c'était pas très compatible, mais l'Église de France n'avait pas reçu ces consignes, et il y avait donc toute une série de religieux francs-maçons
Et c'était le cas de l'abbé Bauche, en l'occurrence. Il fréquentait plusieurs loges, d'abord à Lille, puis celle de Nevers, et puis après, il continue quand il revient en 1785 à Fontenay, dans le couvent des Minimes. Et il revient en 1785 parce qu'il est un des animateurs de ce qui s'appelle le convent des Philalètes, c'est-à-dire des amateurs de la vérité, de la recherche spirituelle, peut-être, mais qui était une volonté d'unifier les différents rites maçonniques, avec en particulier un souhait qui était défendu par Bauche contre plusieurs autres, contre même la majorité d'ailleurs des francs-maçons et notamment du Grand Orient, qui était d'être sur une base littéraire et scientifique. Il voulait qu'il y ait cette dimension et que le rite ne soit pas le seul aspect de la franc-maçonnerie, mais qui est bien ce travail, alors qui se basait aussi sur une théosophie. On ne va pas rentrer dans ces discussions qui sont assez compliquées, mais malgré tout, il présente justement ce rapport à ce convent. C'est pour ça qu'il s'est installé en 1785 dans nos territoires. Quand en 1791, on exige des religieux qu'ils prêtent serment auprès de la Constitution, dans beaucoup d'endroits, ce sera une révolte en France, mais dans les bords de Marne, la plupart des prêtres vont prêter serment, et parmi les religieux, quelques-uns, peu, il y en a, je crois qu'il ne va y en avoir que 2 sur une douzaine à Fontenay, mais l'abbé Bauche fait partie de ceux-ci, et donc on dissout les couvents à ce moment-là, et lui-même va devenir l'aumônier de la garde nationale. À Pont-de-Saint-Maur, on a vu l'importance de cette garde. De fait, il va reprendre une chapelle qui est la chapelle Saint-Léonard, qui était une petite chapelle pour des mariniers, et il la transforme en pseudo-église paroissiale. Donc ça justifie aussi le fait que Joinville existe, Joinville, Pont-de-Saint-Maur, puisqu'il y a une église, une pseudo-église, puisqu'elle n'était pas reconnue par l'évêché, mais elle existe. Et puis il va organiser, c'est lui qui est par exemple le secrétaire greffier de la municipalité, et quand on proclame l'acte constitutionnel, la reconnaissance qu'il y a en France une monarchie constitutionnelle et non plus la monarchie de droit divin, c'est lui qui va le faire, alors que dans les autres endroits, par exemple au bourg de Saint-Maur, c'est le maire qui le fait. Eh bien sur Pont-de-Saint-Maur, c'est l'abbé Bauche qui va le faire, une cérémonie, alors c'est assez... On a une messe dans la chapelle, ensuite il y a des jeunes filles en blanc qui vont passer sur jusque la maison commune, on ne sait pas d'ailleurs où elle se situait, la mairie de l'époque, et puis on danse sur le pont tout au long de la nuit, pour fêter cette constitution. Voilà. En 92, quand on va finir toute cette période où les prêtres étaient en fait engagés dans cette transformation politique, eh bien, la chapelle va finir par s'effondrer, elle va être démolie définitivement. Et lui-même, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais en tout cas, il est mort probablement 1813 à Paris. Duval, le dernier curé de Saint-Hilaire, donc la paroisse de la Varenne, il avait un tout petit village, donc il gagnait pas beaucoup d'argent, mais finalement il vivait pas si mal que ça, sans doute, du fait du soutien des princes de Condé.
c'est dans son église que se réunit le conseil municipal, que les municipalités sont élues, sauf qu'il n'y a même pas une petite table, hein, donc ils sont obligés d'utiliser les fonds baptismaux pour signer voilà, les registres. Il meurt en novembre 1793 et en fait il avait effectivement sans doute quelques revenus, mais lui il refusait complètement de payer l'impôt qu'on demandait à tous les prêtres, et ça a été une des raisons d'un conflit assez fort avec la municipalité de Saint-Maur. Il meurt en 1793, c'est donc le seul à figurer sur ce registre nouveau de la Varenne. C'est les deux anciens maires, Géant et Bouillon, qui attestent de son décès. Et après lui, la paroisse de Saint-Hilaire disparaît. Elle renaîtra bien après, mais elle disparaît et l'église est détruite aussi. Les biens nationaux, je vais en terminer de ma présentation sur juste un seul exemple. Il y en aurait beaucoup, on aurait pu en dire. On a vu que c'était important sur le plan de la constitution, cette population politique, de cette population intellectuelle qui allait faire vivre l'économie et la vie de l'ensemble de nos territoires. Un seul exemple que je voulais prendre, alors celui de Jean-Claude Moinat. Lui, il était né à Lyon, il était fils d'un agent de change. En fait, il a très peu connu ses parents, il était orphelin très très jeune, mais il est devenu lui aussi agent de change à Paris en 1786, et il a une vie assez complexe pendant la Révolution française, puisqu'il est lié à Hébert et à Hérault de Séchelles, qui sont à la fois des entrepreneurs, mais en même temps des membres du mouvement des exagérés, qui sont parmi les opposants à Robespierre, parce que Robespierre n'apprécie pas beaucoup. Donc Moinat est arrêté, mais sans doute aussi parce que il devait avoir un entourage assez fort à ce moment-là. Il réussit à être libéré. Il va investir beaucoup dans notre territoire. Il va acheter d'abord le domaine de Polengis, puis le grand parc de Saint-Maur, et c'est son fils, Jean-Charles Moinat, qui sera maire de Saint-Maur entre 1945 et 1853. Donc un très beau bâtiment qui a été détruit comme beaucoup d'autres, certes, mais qui était un gigantesque parc. En l'occurrence, donc, il était réputé déjà à cette époque être à la fois révolutionnaire et millionnaire, ce qui n'était pas incompatible. On en est bien conscient à ce moment-là, ce qui se retrouve dans d'autres territoires aujourd'hui. Nous le savons bien. Voilà. J'en ai terminé avec ça. Donc mon souhait, c'était de montrer qu'en regardant les gens, on comprend tout de même un des éléments, bien évidemment, c'est pas le seul, mais c'est important, l'approche prosopographique, c'est-à-dire en faisant des biographies des personnes. C'est un des moyens d'identifier les gens qui ont joué un rôle sur l'opinion publique. Bien évidemment, il aurait fallu présenter ici quelques dizaines de personnes supplémentaires pour avoir une vue qui soit plus réelle de ce qui se passait à ce moment-là. Mais j'ai pensé qu'en prenant ces quelques personnes, ça me permettait d'avoir déjà un petit éclairage sur ce qu'en était justement ce passage, cette naissance d'une opinion publique. C'est un élément qui est sur nos bords de Marne comme partout, quelque chose qui va marquer ensuite tout le mouvement. C'est-à-dire on voit les propriétaires qui vont jouer un rôle de défense de leurs intérêts et de construction de la vie politique autour, sous l'Empire et encore plus à partir de la Restauration. On voit aussi le rôle de
la franc-maçonnerie qui va jouer un rôle très important surtout sur la fin du 19e siècle, mais même déjà sous l'Empire, sous le Premier Empire, de construction d'une série d'élites. On voit aussi l'apparition de quelques personnes. Alors bien évidemment, il y en aura d'autres plus tard, mais c'est un moment important. Donc on relie bien l'existence de cette possibilité d'expression qui démarre pour les gens pendant la Révolution française avec la construction d'une vie et d'une identité de nos territoires qui devient celle de l'expression d'un groupe, certes uniquement d'hommes à ce moment-là, mais qui deviendra un peu plus large plus tard. Et voilà, j'en ai terminé avec mes présentations. Et donc, si vous avez bien sûr encore quelques questions, ce serait avec un grand plaisir que j'y répondrai. Voilà. Donc, j'ai cru comprendre qu'on pouvait retrouver cette conférence en podcast, c'est ça ? Donc cette conférence sera disponible en podcast sur le Facebook de la ville d'ici 48 heures et également sur la page YouTube de la ville, onglet conférence, et il y aura bientôt un onglet Mardi de l'Histoire pour les retrouver encore plus facilement. Mais cette conférence n'est pas terminée puisque vous aurez certainement des questions à poser à notre excellent conférencier et remarquable travail qu'il a pu nous exposer. Donc n'hésitez pas. Merci, c'est intéressant de voir vivre justement ce, entre guillemets, petit peuple. D'après les dates de décès, ils ont tous survécu apparemment à la Révolution. Est-ce qu'on sait comment la mort du roi et de Marie-Antoinette a été considérée par tous ces gens? Et est-ce que la terreur a sévi? Est-ce qu'on sait si la terreur a sévi dans la ville? On n'a pas eu, à notre connaissance, d'affrontements violents sur le territoire de nos villages. Il y a eu quelques personnes arrêtées en petit nombre, à notre connaissance. Il y en a eu plus sur d'autres territoires plus proches, sur Nogent ou Fontenay par exemple. Il y en a eu peu dont on ait la trace à ce jour, du moins dans les archives que moi j'ai pu consulter, bien évidemment d'autres ont pu le faire. Il y a eu peu d'arrestations en l'occurrence et peu de combats que l'on sache. Donc on est sur quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de difficultés. On voit bien après, et notamment sous la Restauration, où le fait, des gens sont affichés comme royalistes et ont dénoncé d'autres qui étaient plus proches du mouvement révolutionnaire. C'est clair, il y en a eu qui ont été engagés dans la vie politique parisienne aussi, mais il n'y a pas eu dans nos territoires, en tout cas, de massacres. À notre connaissance, il n'y a pas eu de guillotine, il n'y a pas eu de gens qui ont été arrêtés en nombre. Après, les princes de Condé étaient partis. Donc, une partie des gens qui contestaient la Révolution ont fui à ce moment-là. Donc, il y a eu d'autres périodes de l'histoire de nos territoires où il y a eu des choses plus violentes que pendant la Révolution française. Dans l'église, à Picpus, il y avait des gens du peuple qui ont été massacrés. Il ne suffisait pas d'être noble pour être massacré sous la terreur. Il y a des choses dans d'autres endroits et on en a connu dans d'autres territoires autour de Paris, mais pas dans nos territoires, en tout cas à ma connaissance. Pardon. Il n'y a pas eu beaucoup, mais Pierre a sans doute un point de vue plus précis. Pour l'anecdote, nous avons eu juste un guillotiné, un malheureux carrier nommé Renier, qui était guillotiné pour des propos de bistrot. Il avait eu le malheur de dire qu'il gagnait de l'argent sans travailler. À cette époque-là, ce n'était pas terrible. Et puis qu'il se foutait de Marat et de Lepelletier. Voilà. Donc, mais ce n'était pas une révolte organisée sur le territoire. Voilà. Qu'est devenue l'église Saint-Nicolas pendant la Révolution, lorsque le culte a été interdit ?
Elle n'a pas été démolie, c'est déjà quelque chose d'assez pratique. Elle a été fermée, à ma connaissance, sans être... Elle a d'abord été une des rares églises qui était restée ouverte, Oui. et elle a été fermée, mais très peu de temps. C'est donc un gros On avantage. peut dire qu'à sa mort, la Révolution, de ce côté-là, était quand même calme. Oui. Par contre, il y a eu plusieurs chapelles qui ont été détruites, voilà, dont Notre-Dame des Miracles, dont quelques autres aussi, puis la chapelle de Pont-de-Saint-Maur. Il en restait encore en 1947 une crypte qui a été classée au titre des monuments historiques et détruite peu après. Bon, oui, voilà, c'est comme ça. Mais bon, l'église La Varenne a été détruite aussi. Quand vous évoquez le bourg de Saint-Maur, vous évoquez l'actuel Oui, vieux le Saint-Maur aujourd'hui. Voilà, D'accord. C'est le vieux Saint-Maur. Voilà, donc pas une partie du vieux Saint-Maur, disons. On va dire, en gros, voilà. Et donc le pont de Saint-Maur, c'est... Le pont de Joinville. Voilà, c'était le pont de Joinville, pas le pont du Petit Parc, le pont de Joinville. Ah non, c'est le pont de Joinville. Le pont du Petit Parc est beaucoup plus récent. D'accord. Début XXe siècle. Et donc là, on est sur... là, vous avez un magnifique ouvrage sur le pont de Joinville au travers des siècles qui raconte un peu cette histoire. C'est un pont qui a été détruit à plusieurs reprises, qui remonte, semble-t-il, au XIIIe siècle quand même, pour sa forme première en pierre, qui a été beaucoup modifiée, mais qui est resté pratiquement, que l'on sache, au même endroit, à quelques mètres près, en l'occurrence, bien sûr. Donc, quand on parle de pont de Saint-Maur, c'est l'actuel pont de Joinville. Joinville ayant pris son nom en 1831. Donc, était resté sous le nom de branche du pont de Saint-Maur jusqu'en 1831. Joinville jusqu'au pont de Joinville. Non, c'est tout le territoire actuel. Mais comme je le disais, la zone de Polengis ou Palissy actuelle, il y avait un maximum une quinzaine d'habitants. C'était un château et une ferme, quelques auberges juste au bout du bout. Ça s'appelait comme ça, le bout du pont. 1831, c'est devenu le nom de Joinville parce qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient séparés de Saint-Maur. C'était ça. Donc, puis voilà, ils voulaient bien se faire voir du nouveau roi. Donc Joinville, c'était le nom de son fils. Donc ils ont adopté le nom du fils de Louis-Philippe. En l'occurrence, mais toute la partie de Palissy et de Polengis a été peuplée beaucoup plus tard. Donc bien après, en fin du 19e siècle, en fait. Est-ce que c'était un pont avec un péage ? Oui. Mais de toute façon, il y avait des péages à l'entrée de toutes les villes, en l'occurrence. Donc, et le pont avait évidemment, je dirais, c'était une ressource. Justement, on vérifiait les marchandises. C'était là qu'on payait, bien évidemment. Un péage et des moulins. Donc il y avait une activité économique de moulins. C'est d'ailleurs une des rares femmes qu'on identifie comme jouant un rôle précis, Madame Trottier, qui était propriétaire d'un des moulins, des deux moulins d'ailleurs, en l'occurrence, mais bon, qui n'a pas joué un rôle politique au sens réel dans cet endroit. Donc vous avez là une belle vue du pont. Donc ces moulins se situaient ici. Donc il y avait un qui remontait l'eau sur le vieux Saint-Maur et l'autre qui était avec du grain. Donc il y avait beaucoup plus d'arches, vous remarquez. Il y avait déjà une île Fanac. Mais bon. Aujourd'hui, on peut identifier leur emplacement où ils étaient. De quoi ? Des moulins. Les moulins ? Des moulins, ouais. Non, c'est pas possible, non, puisqu'on a détruit. Tout le pont a été détruit, mais il a été détruit à plusieurs reprises, de toute façon. Il a été détruit pendant la guerre de 1870, il a été détruit juste avant la Deuxième Guerre mondiale, mais pas à cause de la guerre, mais il a été reconstruit complètement. Donc on n'a plus du tout de traces du pont tel qu'il était à ce moment-là. Je crois qu'on aurait du mal à trouver des traces archéologiques parce qu'il ne doit pas rester grand-chose des pierres qu'il y avait à ce moment-là. Oui, je peux répondre quand même sur la position des moulins, du moins sur le pont, oui. sur le pont d'origine. Ils étaient tous les deux sur les deux premières arches du côté de la rive droite, donc de la Marne. Voilà.
Donc on les voit d'ailleurs, là, en l'occurrence. Okay. Mais il y avait, et de l'autre côté, donc il y avait juste une ou deux auberges, donc qui étaient un peu les seules activités sur la zone de actuelle Polengis-Palissy, en plus de la ferme, qui était assez importante, mais avec peu de monde, et du château, un petit château. Parce que mort, vivant, voilà, c'était un jeu de mots horrible, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était pour ça. Bon, je ne sais pas, 96, je crois, non, un truc comme ça, non, très vite. Alors, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens aient adopté le nom. D'accord. Donc, par exemple, Pont de Saint-Maur n'a pas changé de nom à ce moment-là. Il y a eu une proposition d'un autre nom, oui, mais qui n'a pas été adopté, et donc c'est resté Pont de Saint-Maur pendant qu'on appelait plus ou moins quelques mois, en tout cas, Vivant-sur-Marne. Mais il faut bien voir qu'il n'y avait pas de municipalité, de commune pendant cette période-là. Donc un changement de nom, c'était une partie du canton, hein, en l'occurrence, qui était le canton de Charenton, Saint-Maur n'ayant pas obtenu d'être le chef-lieu de canton, alors qu'il le revendiquait quand même lors de la création des cantons en 1790. Toujours l'histoire de pont. De l'autre côté, vers la Seine, l'autre boucle, la fin de la boucle de la Marne et la Seine, c'est le pont de Conflans qui faisait le parallèle ou le suivi de celui-ci. Oui. Il y avait sur Charenton. Oui. Sur Charenton. Oui, mais c'était les deux seuls ponts qu'il y avait. Après, il fallait repartir jusqu'à Meaux pour pouvoir passer à pied sec. Alors, il y avait à cette époque-là, quand même, au niveau de la Révolution, il y avait quand même l'asile de Charenton, l'asile des fous, qui était plus sur Saint-Maurice du reste que Charenton. Oui. Est-ce que il y avait des jonctions ou est-ce qu'il y avait des liens avec entre l'hôpital et puis la ville de Saint-Maur ou autre? Oui, bien sûr qu'il y avait des liens avec l'hôpital. Non, on n'était pas sur un hôpital à ce moment-là. On était effectivement sur un asile, oui. Mais ce n'était pas un hôpital. On ne traitait pas les gens véritablement. On les enfermait quand même plutôt. Mais il faut voir aussi qu'on avait le... Il y a le Marquis de Sade quand même qui avait participé aussi à la Révolution. C'était assez sulfureux. Oui. Et il y avait le bois de Vincennes déjà, mais on était sur quelque chose qui était clôturé. Donc pour rentrer dans le bois de Vincennes, et c'était... on n'y allait pas, on ne le traversait pas. Et, il y avait une porte, bien évidemment, mais il fallait pouvoir la franchir. Le domaine royal, quoi. Voilà. Mais l'autre question, excusez-moi, quand le prince est parti, est-ce il est parti avec toute la suite et puis, j'imagine, une grande partie de la noblesse qui habitait avec lui, donc, ou pas du tout, ou bien les autres sont restés sur place? Ça a été... il est parti avec ce qu'il a pu et ce qu'il a laissé dans le château. Il n'y a pas grand-chose qui a été retrouvé. Oui, mais il a été encore plus après, puisqu'on l'a démoli totalement. Non, il était abîmé, pas tant que ça. Enfin, il était comme tous les châteaux. Il vivait évidemment des hauts et des bas entre les périodes où on réinvestissait. Mais il était encore toujours théoriquement en état, à ce moment-là. Mais bon, il est parti, et donc après on a tout vendu. Et c'est les pierres qui ont beaucoup servi à enrichir les gens aussi, les pierres des églises, les pierres des châteaux, qui ont été une source de revenus importants pour créer d'autres demeures à ce moment-là. Est-ce que justement l'adjudication des pierres, enfin du château pour la démolition, ça s'est fait pendant la Révolution ou nettement après? Non, ça a été pendant la Révolution et après la Révolution. Je veux dire, pas... c'était au moment où on a vendu les biens, donc puis après, quand les gens en ont décidé, donc ça a été quand même largement... C'est-à-dire, de toute façon, il est toujours difficile de dire quand c'est fini exactement la Révolution française. Du mal à le dire. Est-ce que c'est en 1804? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est... Enfin bon, on peut voilà. Donc là, il y a eu quand même un processus qui s'est continué
pendant toute la période de l'Empire, hein, en l'occurrence. Donc c'est bien la transmission des biens, c'est-à-dire que quelqu'un pouvait acheter un bien et puis le revendre, et pendant ce temps-là, lui, il n'en avait rien fait, mais c'est qu'au moment où il le revendait que la destruction se faisait à ce moment-là. Concernant le château de Condé, moi j'avais toujours cru qu'il avait été abandonné bien avant la Révolution, quand les Condés sont partis à Chantilly, et qu'il était déjà abandonné et relativement en ruine au moment de la Révolution. Mais je me trompe peut-être. Une très bonne brochure qui dit ça, mais ils n'étaient pas abandonnés définitivement, ils ont été réappropriés. Là, c'est peut-être moi qui vais répondre. Non, le château était en parfait état à la Révolution, mais dès le départ du prince de Condé, il a été occupé par des familles. Alors, la Révolution, c'est quand même un moment où il y a des mouvements de population de toutes sortes. Il y a les immigrés qui s'en vont, mais il y a aussitôt des familles pauvres qui viennent occuper les lieux désertés, et du coup des dégradations très rapides, des vols de matériaux, tous les plombs sont volés, etc., avant même les ventes des biens nationaux. Alors, dans le cas du château, sur Saint-Maur avait été identifié un peu plus d'une centaine de biens nationaux. On ne vendait pas forcément tous les biens des émigrés. Il y en a qui avaient été vendus à temps à des personnes considérées comme pro-révolutionnaires, donc on n'y touchait pas. Et donc dans cette centaine de parcelles, il y avait le château. Le château et d'ailleurs beaucoup d'autres parcelles ont été adjugées. Là, les adjudications, alors à cette époque-là, c'est très folklorique parce que tous ceux qui pouvaient acheter quelque chose en ont profité, ont spéculé. On s'est aperçu qu'on pouvait acheter sans avoir l'argent et puis revendre et donc payer avec l'argent de la vente. Mais ce système-là, il y a un moment où ça se grippe, évidemment, et du coup on est obligé de reprendre les biens non réglés et de les revendre à nouveau. Enfin, c'est très compliqué, hein. Il y en a qui s'enrichissent et puis il y en a qui, évidemment, pour lesquels c'est un grand fiasco. Et donc le château, alors, il a été acheté en 1796 par Max Baer qui était le commissionnaire aux armées de la République. C'est-à-dire que c'était lui qui était chargé de trouver les équipages, de les financer, de fournir les chevaux pour les guerres révolutionnaires, pour les guerres napoléoniennes, y compris en Italie. C'était à l'époque le juif le plus riche de France, mais évidemment la République l'a jamais payé et je crois que ça s'est pas très bien terminé pour lui. Et Napoléon, devenu empereur, n'a pas voulu régler les dettes de la République, et donc il n'a jamais été réglé. Il a trouvé qu'il en avait assez gagné sur le dos de la bête. Et donc Max Baer a fait faillite en 1800, et donc tous ses biens ont été revendus. Mais entre-temps, alors le château, c'est sûr, il avait été entièrement rasé. Le château et également tous les bâtiments de la capitainerie, c'est-à-dire les locaux annexes du château, la capitainerie qui contenait les bureaux de gestion de la seigneurie, les cuisines, les écuries. Tous ces locaux-là, pendant la Révolution, ont servi de dépôt de chevaux des armées de la République. Il y avait un certain nombre de dépôts qui étaient tous gérés par l'école vétérinaire d'Alfort. Évidemment, avec les guerres, il y avait beaucoup de chevaux malades et il fallait les remettre en forme le plus vite possible pour qu'ils puissent repartir à la guerre. Et donc tout ça a été rasé, et très bien rasé, et on le sait parce qu'en moment, il y a des fouilles archéologiques, 11 avenue Mailleux, qui révèlent l'emplacement justement des écuries et des dépôts des chevaux des armées. Les écuries étaient en partie installées dans l'ancienne grange Odime de l'abbaye, et tout est très bien, très soigneusement rasé, et il ne subsiste même pas un tesson, un bout de bouteille, de quoi que ce soit. C'est tout à fait intéressant. Et pour ceux que ça intéresse, mardi prochain à 17h30, on organise une visite de ces fouilles qui sont en cours, réalisées par l'INRAP et par le service archéologique du Val-de-Marne. C'est 11 avenue Mailleux, un peu avant 17h30. C'est à l'angle de l'avenue Mailleux et de la rue Jeanne.
Vous avez dit que les terres de Saint-Maur étaient des terres très, très cultivables. D'ailleurs, sur la partie de ce qu'est la Varenne aujourd'hui et sur la partie du quartier de Pelangis, tout ça, c'était très cultivé. Or, si je vous écoute, Saint-Maur était très peu habité. Toutes ces cultures, en fin de compte, est-ce qu'il y avait un système de négoce qui se faisait à l'extérieur de Saint-Maur? Et si oui, avec qui? Oui, on était dans l'agglomération parisienne, donc on avait quand même un grand marché qui était celui de Paris. Il y avait peu de marchés, hein. Il n'y avait pas de marché à Saint-Maur, que je sache, pas de foire permanente en l'occurrence, mais il y en avait quand même dans plusieurs zones alentours. Hein. Il y en avait sur Fontenay, il y en avait sur même Créteil, je crois qu'il y avait aussi, et puis sur Paris, donc on vendait. Il y avait évidemment de gros flux sur l'ensemble de ces chemins. On utilisait aussi la rivière également hein, pour une partie, même si elle était moins navigable qu'aujourd'hui, hein, parce qu'on n'avait pas des gros bateaux, mais il y avait des périodes où on pouvait traverser la Marne à pied quand même. Hein, ça arrivait aussi, oui. Alors après, la productivité n'était pas gigantesque. Hein, on était sur du terrain sablonneux quand même, qui était en plus une grande partie de la plaine était quand même d'abord pour le plaisir, on va dire, de la chasse. Hein. C'était quand même une des principales affectations. Donc les espaces vraiment cultivés n'étaient pas sur la totalité du territoire. Ils en représentaient une bonne partie, mais pas la totalité. Où étaient les chapelles? Laquelle chapelle? La chapelle Saint-Léonard, celle du pont de Saint-Maur, elle se situait juste à l'actuel endroit qu'est Pierre Brossolette de rue Jean-Mermoz, près du pont, hein, du côté de la rive côté Saint-Maur, mais près du pont de Joinville. Aujourd'hui, la chapelle des Miracles était à l'abbaye, voilà exactement. Et puis Saint-Hilaire, c'était sans doute pas très loin. Alors là, je ne sais pas exactement de l'actuelle église Saint-Hilaire, mais c'était pas tout à fait, pas très loin. Voilà. En tout cas, mais bon, a priori, l'ensemble des chapelles devait être désaffectées et détruites. Hein. C'était un souhait. C'était même un ordre, hein, donc en l'occurrence dans les années 1790, hein, donc de mettre fin à l'existence de lieux de culte qui n'étaient pas reconnus. Et seuls étaient reconnus les églises au sens strict. Alors ça a été appliqué plus ou moins suivant les endroits, mais c'était quand même une règle à ce moment-là. On voulait faire disparaître les petits lieux et les chapelles en particulier. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, rendez-vous le 22 novembre prochain pour le numéro 2, l'épisode 2 de la saison 2 des Mardis de l'Histoire, consacré à un quartier méconnu de beaucoup, à savoir le quartier Schacken ou le quartier des Pagaudes. Donc, rendez-vous dans un mois. Merci. Je vais ajouter juste une petite annonce, surtout pour nos membres, mais si ça intéresse d'autres personnes. Samedi prochain à 11h30, nous procéderons à quelque chose de tout à fait unique. Oui, tout à fait unique. C'est-à-dire que dans la caserne des pompiers de Saint-Maur, nous allons allumer un feu pour faire cuire du plâtre. Nous allons allumer le feu d'un four à plâtre traditionnel pour restaurer la petite tourelle d'une sorte de petit pigeonnier qui date probablement des années 1840 et qui se trouve dans la cour des pompiers. Donc si quelques personnes sont intéressées à venir, il faut se trouver à l'entrée de la caserne à disons 11h20, 11h25 et on viendra vous ouvrir pour assister donc à ce lancement en présence de Monsieur le maire.
Et j'ajoute que c'est quelque chose d'assez extraordinaire puisqu'on a découvert récemment que le plâtre qui jusqu'à présent était considéré comme un matériau non réutilisable pouvait être réutilisé plusieurs fois. Donc on va faire recuire du plâtre très ancien pour restaurer cette tourelle, donc dans une logique tout à fait d'économie circulaire, de recyclerie et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel à Saint-Maur. Ça se fait un peu plus pour les murs à pêche de Montreuil, et d'ailleurs c'est un des spécialistes des murs à pêche qui va venir œuvrer à la caserne des pompiers. Donc on va quand même mettre le feu à la caserne. Et j'ajouterais que dans ce plâtre qu'on va recuire, il y en a un petit peu qui vient lui-même de l'église Saint-Nicolas. Les circuits courts, il n'y a que ça de vrai. Bonne soirée.